tous, on se retrouve ce matin pour le CQFR, qui est le premier CQFR du mois d'août, car oui, nous sommes le 1er août. On se retrouve ce matin à nouveau avec Benjamin, qui est en direct avec nous depuis notre chère Bretagne, car même si vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un tandem, un bac court de personnes d'origine bretonne pour ce CQFR. Benjamin, Incroyable. comment ça va Benjamin? Comment s'est passé ton trajet jusqu'à Rennes, cette belle ville de France? Bah écoute, ça va. Du coup, par contre, j'ai pas pu regarder en direct le match de nos Bleus, malheureusement, contre la Tunisie. Donc, j'ai Ouais. pu regarder que le récap après de France TV sur YouTube. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, le trajet était rigolo. J'ai choisi la musique, donc ça va. Généralement, c'est agréable dans ces conditions-là. Donc, tout roule et il y a même un temps pas trop dégueu. Donc, disons que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien, il faut tordre le cou à la légende selon laquelle il fait moche en Bretagne. Et Bah, Nice, ces derniers jours, il faisait quand même vraiment moche, hein. Je rappelle, il y a eu un tournoi de 3 contre 3 qui a été à moitié annulé à cause de la pluie, donc pas le meilleur timing. ouais, bon, il fait pas non plus très très beau à Paris ici, hein, je te cache pas que. Bon, C'est vrai. ça n'empêche qu'il faut toujours défendre les valeurs de notre chère Bretagne, donc voilà. Alors, ça change pas des autres jours, c'est pas parce qu'on est en août que miraculeusement Damien Lillard ou James Harden ont été tradés pour nous offrir une actualité sur un plateau. Les dernières nouvelles, si on peut appeler ça des nouvelles, c'est que Portland visiblement refuse toujours de vraiment discuter avec Miami au sujet d'un trade de Damian Lillard. Comme on le disait en off, il y a toujours un peu les mêmes news qui tournent en boucle, les Woj Shams qui répètent les mêmes choses. Je pense qu'ils sont à peu près autant démunis que nous sur ces dossiers alors qu'il est là. En tout cas, puisqu'il n'y a pas de nouvelles là-dessus, on va parler de l'actualité, qui est, comme tu l'as dit, l'équipe de France qui a joué son premier match de préparation pour la Coupe du Monde. Alors on va pas se mettre à tirer des enseignements, des conclusions hâtives, des leçons là-dessus, mais c'est quand même intéressant de parler de ce premier match de préparation pour la Coupe du Monde. Donc les Bleus, on va dire, bon, et j'aime pas le terme écrasé, peut-être un peu dégradant, mais ils ont très très Ah, quand nettement, même. ouais voilà, mais très très nettement dominé la Tunisie. 93 à 36 à Pau pour pour ce premier match de préparation. Alors c'est pas la Tunisie qu'on a pu voir sur des compètes internationales par le passé, qui était une équipe franchement plutôt intéressante et assez solide et qui a donné du fil à retordre à quelques autres nations. Là c'est une Tunisie où je t'avoue que je connaissais aucun des joueurs qui étaient sur le parquet, contrairement à d'autres années. Et donc la France a gagné 93 à 36. Bon, voilà, les hommes de Collet ont plutôt très bien fait le job sans qu'il y ait sans laisser le moindre doute sur la différence de niveau entre les deux équipes. C'est ce qui est un peu, ce qui est un des objectifs quand tu affrontes un adversaire inférieur, que tu te lances dans une préparation. Alors, je sais pas exactement ce que tu as retenu de cette rencontre. Moi, le premier truc qui m'a quand même marqué, c'est que parfois tu as des compositions d'équipe un peu expérimentales dans les matchs de préparation. Là, de ce que moi j'ai vu, j'ai l'impression qu'on a vu le 5 qu'on verra directement contre le Canada pour le premier match de la Coupe du Monde, c'est-à-dire avec Nando De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Gershon Yabusele et Rudy Gobert. Donc honnêtement, ça m'a fait plaisir de retrouver certains des gars qui n'étaient pas là lors de la dernière compète, les cadres. Nando De Colo, avec toujours, je sais pas si tu as vu un moment, il fait une passe incroyable, il fait une passe magnifique un peu à l'aveugle. Les highlights, c'est bon, Ça t'a vu. j'ai tout. Mais ça a fait vraiment plaisir de le revoir avec Nico Batum et Evan qui a même qui a semblé peut-être un peu rouillé, ce qui est logique vu le peu de matchs qu'il a disputé cette année avec New York. Mais voilà, moi c'est le premier renseignement que j'ai retenu de ce match, c'est que on met tout de suite, en gros, on met tout de suite l'équipe qui va démarrer le tournoi. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent être sérieux directement. Déjà, le score, c'est quand même un bon indicateur parce que plus 57, c'est quand même très rare. Et en termes de vraiment stats, voilà, en termes de chiffres, c'est le deuxième plus gros écart de l'ère Collet et le plus faible nombre de points concédés depuis 1967. Mhm. Donc on est quand même sur quelque chose de quasiment historique en fait. Ouais. Et c'est vrai que des écarts de niveau comme ça, on en a rarement vu. Et je pense que c'est notamment dû justement au fait que, pareil, quand j'ai vu le 5 majeur annoncé, je me suis dit, bon, on rigole pas. C'est vraiment le 5, si je dis pas de bêtises, qu'on avait à Tokyo. C'est à peu près le 5 qu'on avait pareil à l'Euro, du coup, plus les cadres qui n'étaient pas là. Donc, il n'y a pas trop de surprises. Et ça fonctionne. Quand tu vois comment Gershon Yabusele a réussi son match sur le plan statistique, en manquant un seul tir, qui était un 3 points. Euh, Quand tu vois le niveau d'intensité défensif aussi de la rencontre, parce que les Bleus avaient un adversaire moins fort, mais ils l'ont pas pris moins au sérieux. Dès le début, tu vois que défensivement, c'est sérieux, ça monte relativement haut, ça défend plutôt fort.
sur une des premières actions, il y a ce move où tu sais, il y a une pénétration tunisienne et Nicolas Batum va direct au contre Ouais. et ça marche très très bien. Et en fait, on est vraiment dans une optique de préparer le truc à fond et on n'est pas dans l'expérimentation, on n'est pas on n'est pas dans la recherche, on est vraiment sur retrouver les automatismes, remettre le jeu en place, remettre du mouvement en attaque et repartir à fond pour la Coupe du Monde. Ouais, moi j'aime bien le côté, parce que ça n'a pas toujours été le cas par le passé, même si maintenant on s'habitue à un certain niveau de performance de la part de l'équipe de France et presque d'excellence, parce que les médailles s'enchaînent, il y a rarement des manqués depuis quelques années. Et moi j'aime bien quand un favori assume son statut de favori, montre la différence de niveau qu'il y a avec l'équipe adverse. Et là, forcément, ouais, j'avoue que 36 points, c'est sur le coup, je me suis même pas rendu compte que c'était historique parce que j'avais juste l'impression que ouais, ça défendait fort et qu'en face, ils n'avaient pas trop de solutions. Mais effectivement, c'est impressionnant. Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé. Tu parlais de Gershon Yabusele. Je pense qu'on peut dire sans trop de doute que c'est l'homme du match. Mm. Voilà, il a démarré au poste 4. Il finit avec, attends que je retrouve les stats, il finit avec 18 points. Donc il a joué 20 minutes. Hein. Les temps de jeu ont été plutôt bien répartis. Il a joué 20 minutes, il a mis 18 points. Il a fait 6 passes, pris 4 rebonds et 28 d'évaluation. C'est la meilleure éval pour l'équipe de France. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. On l'avait laissé un peu. Il a fait parler de lui cette saison pour l'incident qu'il y avait eu avec le Partizan. Bon, c'était pas ultra glorieux, mais je pense qu'il a à cœur de rappeler que c'est quand même avant tout un super joueur et qu'il va beaucoup apporter à l'équipe de France. Sur les dernières compètes, voilà, il fait partie des cadres. Hein. Yabusele, c'est un joueur maintenant qui est devenu ultra important. Et le voir ce 5-là là, en Mm. particulier, tu as raison, où on a vu les automatismes, même si c'était que sur 15-20 minutes pour la plupart des joueurs. Je trouvais ça assez intéressant. Ouais, puis en fait, il y a quand même des bons signes. Typiquement, le shoot à 3 points était là. C'était 15 sur 30, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 15 Et sur 30. en fait, on met bien en place le jeu quand même, il y a du bon mouvement, on voit que l'équipe se connaît. En fait, on se repose sur nos avantages d'avoir un groupe qui commence à vieillir, à maturer un petit Mm. peu. Et en fait, ça fonctionne bien. Après, voilà, forcément, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Typiquement, Yves Pons n'a pas fait un aussi bon match que Gershon Yabusele. On peut aussi mettre ça sur le compte du fait que c'est un petit peu ses premiers matchs avec les Bleus. Yabusele, il arrive, il a ses automatismes, il reprend Ouais. sa place, ça part. Il a l'habitude de jouer dans le jeu FIBA en plus. Donc lui, il a tout pour vraiment dominer maintenant. Après, quand tu vois Yves Pons, c'est normal qu'il soit un peu plus discret, il a moins de temps de jeu, et, on lui fait moins confiance parce qu'il vient d'arriver. Pareil, je pense dans les joueurs un peu rouillés, le plus évident, c'était quand même Evan Fournier qui a fini Mm. avec 3 points à 1 sur 2 au tir. C'était pas un grand, grand match de sa part, sachant qu'il avait quand même l'opportunité quand même de marquer au moins sa dizaine de points, de dominer offensivement. Mais voilà, on sentait qu'il était rouillé, mais il n'y a rien de plus normal en fait. C'est pareil. C'est une remise en route. Hein. De toute façon, j'ai même pas en tête la date de son dernier match avec les Knicks, mais toute la période qu'il a vécue, je pense que c'est pour un joueur qui a eu l'habitude de beaucoup jouer. Moi, je t'avoue que je suis pas trop inquiet pour Evan parce que il va se servir de ces matchs de préparation, à mon avis, pour se remettre dans sa meilleure forme. Et les Bleus ont besoin qu'il soit agressif offensivement. Ça a été souvent le meilleur marqueur des Bleus ces dernières années dans les compétitions. Là, bon, avec la présence de Nando à côté, je pense que ça c'est quand même bien, ça va lui faire du bien, ça lui enlève un tout petit peu de responsabilité peut-être en termes de playmaking. Mais bon, là, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas. C'est un match, c'est le premier match de préparation. C'est dur de tirer des enseignements. On voit quand même si tu veux, il y a des joueurs qui se signalent plus que d'autres parce qu'ils sont plus en jambes. Alors, tu parlais d'Yves Pons, c'est sa première sélection et il sera pas, sauf surprise, il sera pas à la Coupe du Monde parce qu'il est là en tant Mm. que sparring partner. Il est venu remplacer. Donc lui et Mathieu Strazel sont venus remplacer Jalen Horde et Ousmane Dieng, qui était pas apte finalement pour cette préparation. Mais bon, même sur le petit temps de jeu qu'il a eu, moi c'est un joueur que j'aime bien. Alors je sais pas s'il est voué à un superbe avenir en équipe de France ou quoi, mais j'adore ses qualités athlétiques, les contres qu'il va chercher à chaque fois. Je pense que c'est un joueur super intéressant. Mais j'ai surtout bien aimé Yakuba Ouattara, moi, en sortie de banc. C'est Ouais, pareil, clairement. ça va être son premier tournoi international avec les Bleus, si je dis pas de bêtises. Il a eu pas mal de sélections, mais souvent, et puis il a fait des qualifs, mais je crois pas qu'il ait fait de tournoi international avec les Bleus. Il me semble pas non plus. Voilà, et il est rentré, donc il a joué un peu plus d'un quart d'heure et je l'ai trouvé tout de suite hyper à l'aise, hyper confiant. Il a pas raté un shoot, il a mis ses 3 tirs à 3 points. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bien. C'est celui qui a le meilleur plus-minus, le meilleur différentiel de l'équipe, plus 35.
Et voilà, globalement, même tout le monde, comme je disais, a eu un peu de temps de jeu. Okobo 19 minutes, Sylvain Francisco, j'aurais aimé voir un petit peu plus agressif ou plus showman, comme il en a l'habitude, à jouer un petit quart d'heure. Nilikina 16 minutes, Terry Tarpey 13 et Fall 16 minutes aussi. Voilà, comme je disais en préambule, on va pas tirer des leçons forcément ultra importantes de ça, mais j'ai bien aimé le fait qu'on les ait vus confiants sur deux et qu'on ait déjà ce 5 qui soit mis en place avant le mondial. Il y a encore pas mal de matchs amicaux, hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Enfin, je dis matchs amicaux, Ouais. de matchs de préparation, pardon. C'est ce qui est bien avec le basket, c'est qu'il n'y a pas de matchs amicaux. pour avoir, pour avoir pour connaître un peu trop le foot, les matchs amicaux, c'est vraiment une plaie parce que c'est l'absence totale d'enjeu et de visée d'un événement précis derrière, c'est C'est très vraiment très amical, quoi. c'est Ouais. très très amical et c'est pour les sponsors, pour les chaînes télé, c'est pas très intéressant. Heureusement, le basket, il y a ça, c'est que c'est vraiment toujours des matchs de préparation. Et je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, mais le prochain match de l'équipe de France, ce sera mercredi contre le Monténégro. Un adversaire un peu plus fort pour le coup, même si je pense pas qu'ils aient tous leurs meilleurs joueurs. Je pense pas qu'il y ait Nikola Vucevic, entre autres, et parmi les joueurs monténégrins, mais ce sera dans tous les cas un adversaire un peu plus rude. Et ce sera intéressant. Évidemment, on vous parlera de cette rencontre le lendemain matin dans le CQFR. Ouais, bien Euh, sûr. Et puis ouais, l'enjeu, je pense, ça va être beaucoup de. Je m'appuie sur ce que dit Vincent Collet aussi, de ouais. mettre en place les systèmes, de garder une certaine intensité. Là, contre la Tunisie, c'était peut-être aussi plus facile parce que c'est la Tunisie, ils sont un peu plus lâches en défense. Hmm. Donc forcément, faire circuler le ballon, parce que le ballon a beaucoup beaucoup circulé hier, et mettre en place les systèmes qu'on veut, se montrer intensif en défense, c'est quand même plus simple quand l'adversaire est un peu plus facile. Ouais. Donc là, Monténégro, c'était un petit peu un. Je pense que derrière ça, on va pouvoir déjà tirer des premières conclusions sur un peu l'état de l'équipe, où est-ce qu'on en est dans la préparation, et est-ce qu'on est prêt déjà pour le mondial et on continue de se développer un petit peu, ou est-ce que là, on est encore dans une phase de recherche. Là, pour l'instant, on peut pas trop dire, mais je trouve que en tout cas, ça part bien. Je sais pas toi, mais je suis rassuré par rapport à ce que j'attendais de ce match-là. Ouais, tout à fait d'accord. Et comme on le disait hier, moi je suis extrêmement optimiste et je pense qu'il y a des raisons de l'être. Après, il y a d'autres adversaires durant cette préparation contre lesquels ce sera plus significatif, je pense. On joue 2 fois la Lituanie, c'est jamais des, c'est jamais des parties de plaisir. Il y a Clairement. le Japon qui sera en partie à domicile, puisque le Japon co-organise cette compétition. On joue le Japon, et puis il me manque un adversaire ou deux, je sais plus trop lesquels il nous manque, mais dans tous les cas, c'est d'un niveau supérieur. Et on a peut-être l'Australie, non? Je sais plus. C'est toi Peut-être qui avais le l'Australie. calendrier C'est moi qui hier, avais le donc calendrier, mais voilà, manque de préparation totale, je l'ai plus sous les yeux, mais dans tous les cas, ce sera d'un niveau supérieur et je pense qu'on en saura un peu plus sur ce que sera capable de faire l'équipe de France au mondial. Mais moi je suis très très optimiste et j'ai hâte que ça commence. J'ai presque envie qu'on soit déjà en Indonésie pour commencer cette compétition. carrément. Donc comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'actu, mais il y a toujours des petites. Alors c'est pas des news, mais les joueurs passent dans les podcasts de leurs copains. On entend 2 3 trucs ici et là. Moi, je voulais qu'on parle un peu donc c'est dans le podcast de Paul George. Il est pas encore passé en entier. C'était un extrait qui a été dévoilé. Le fameux podcast Pi maintenant, cette reconversion qu'il a déjà amorcée avec souvent des invités intéressants et des sujets assez cool. Là, il avait Mm. Terrence Mann, donc son coéquipier aux Los Angeles Clippers. Et ils ont parlé de Kawhi Leonard. Donc on a déjà parlé de Kawhi il n'y a pas très longtemps dans le CQFR, notamment pour sa situation contractuelle. Si je dis pas de bêtises, vous en aviez parlé avec Théo au niveau de son extension. Donc là, c'est pas vraiment de ça dont je voulais parler, mais les deux, ils racontent une anecdote assez drôle. Enfin, drôle. C'est censé être drôle, c'est ça que je vais préciser ça. Ils se disent, le journaliste qui est là et qui sert un peu d'animateur pour le podcast, il leur dit est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe qui est plus drôle qu'il n'y paraît? Bon, je pense qu'il savait, je pense qu'il connaissait la réponse, hein, mais et les deux sont d'accord pour dire ouais, Kawhi, il est super drôle. Tiens, d'ailleurs, il a sorti ça un jour à l'entraînement. Et il raconte une scène euh, à l'entraînement où Kawhi fait un airball. Et visiblement, ils ont comme règle chez les Clippers que le joueur qui fait un airball doit faire un aller-retour en sprintant. Et visiblement, tout le monde s'y plie. C'est une règle qui a été instaurée par Brian Shaw, l'assistant, l'ancien joueur des Lakers.
et assistant aux Clippers depuis quelques années. Et visiblement, tout le monde s'y plie. Et là, c'est Kawhi qui s'est trouvé faire un airball. Et ben, on va dire qu'il s'est un peu rebellé. Il a dit non, moi je cours pas. Ça sert à rien. Tu me fais perdre enfin, tu nous fais perdre la confiance. Tu rentres dans notre tête en nous disant ça. Donc non, moi je courrai pas. C'est important de faire des airballs. Et alors, ça a fait mourir de rire Paul George et Terrence Mann. Et moi je me suis juste dit en les écoutant, ok, donc Kawhi il est moins silencieux que ce qu'il n'y paraît en dehors des terrains, mais il est aussi un peu plus caractériel que ce qu'on peut imaginer. Et, euh, et je me suis dit, il doit quand même pas, avec ce qu'on entend et ce qu'on apprend de lui ces derniers mois, ces dernières années, il est quand même pas si facile que ça à gérer, à vivre le Kawhi. Parce que entre ça, entre le côté, bah, je suis un peu, alors, je suis au-dessus de la loi, c'est un peu peut-être abusé, parce que c'est le terme qu'utilisent les joueurs. En fait, quand le joueur rate le airball, tous les autres des Clippers doivent lui dire on t'attend, personne n'est au-dessus de la loi, donc en gros ça veut dire tu dois sprinter et on attend que tu aies fini pour reprendre l'entraînement. Et lui, il s'est un peu élevé contre ça, et ça, tu vois, ça participe un peu à l'image que je suis en train de me faire de Kawhi ces dernières années, avec un gars qui a son propre staff médical, qui prend ses propres décisions pour les moments où il joue, euh, et qui a eu quelques passes droits à un moment. On sait que sur l'entre-deux qu'il y a eu quand il y avait encore Patrick Beverley et compagnie dans l'équipe, où ils se sont un peu élevés contre le fait que lui et Paul George avaient des facilités, des passes droits pour arriver pour participer à tel ou tel entraînement, pour faire telle ou telle chose. Et voilà, moi c'est un peu l'image qui ressort du truc. Ok, j'ai trouvé la séquence amusante parce qu'ils sont morts de rire et ils imitent Kawhi en plus, c'est ça qui est drôle. Je vous invite à voir le tweet et dans l'article, dans la news qu'on a faite ce matin. Mais voilà, je ressors encore avec cette image d'un Kawhi qui est pas si simple que ça à gérer, quoi. Bah, clairement, en fait, quand tu remontes, si c'était que ça, ce serait pas non plus quelque chose de Mm. particulièrement marquant. Mais quand c'était encore le début vraiment des Clippers, il y avait eu cette histoire de privilège, Ouais. de Kawhi Leonard a le droit de vivre à San Diego et du coup d'être en retard aux entraînements. Kawhi Leonard et Paul George choisissent les moments où ils jouent. Pareil, ils ont le droit d'avoir, c'est les seuls qui ont le droit d'avoir leur coach personnel, c'est les seuls qui ont leur propre sécurité. Donc en fait, il y avait un ensemble de passe-droits, de privilèges qui faisaient ou qui fait, parce que je sais pas exactement où on en est par rapport à ça et je suis définitivement pas insider des Clippers. Et en tout cas, une période, ça faisait grogner, c'est normal parce qu'il y avait quand même cette impression que Paul George et Kawhi Leonard en particulier, qui était quand même le franchise player, étaient au-dessus du lot. Donc là, clairement, quand tu vois ça à l'entraînement, tu as l'impression que voilà, l'ambiance dans l'équipe, elle est un peu particulière parce que le mec est clairement au-dessus. Et je me souviens aussi qu'il y avait une histoire de Paul George qui tente un discours dans le vestiaire et qui était assez mal reçu parce que, en Ouais. fait, le mec, il est trop au-dessus de tout le monde et c'est trop. Il y a trop de star system à Los Angeles. Et en fait, l'impression qu'ils peuvent pas fédérer. Alors, maintenant, il y a quand même une transition. C'est Tyronn Lue qui a pris les commandes et il est connu quand même pour être un bon leader et un bon meneur d'hommes de manière générale. Peut-être que les joueurs ont évolué, l'effectif a évolué, peut-être que les joueurs sont plus OK avec ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'on ne sait pas exactement quelle est la situation maintenant. Mais quand on a ça, c'est quand même l'impression effectivement que Kawhi est compliqué à gérer. Et je suis un grand, on va dire, Kawhi optimiste. Moi, je l'aime beaucoup à la base. C'est un joueur que j'adore Mm. euh, et que vraiment j'ai adoré en particulier aux Raptors et aux Spurs. Mais là, quand tu vois ce qui se passe actuellement, tu as l'impression que c'est un peu sorti de route. Et ça va un petit peu à l'encontre aussi de ce que disait Tyronn Lue récemment, de Kawhi Leonard et Paul George. Tu leur dis de faire un truc, ils vont le faire. Moi, je me souviens de ce podcast justement dans All the Smoke, parce que c'est vraiment la période des podcasts, Ouais. où Tyronn Lue disait c'est des superstars qui sont pas difficiles. Ils cherchent pas l'attention, et quand tu leur demandes de faire un truc, ils le font, point barre. C'est des vrais guerriers, etc. Et donc d'un côté, il y a ça, la vision du coach qui vient dans un podcast. De l'autre côté, les coéquipiers qui, en riant, révèlent un peu finalement que c'est pas tant comme ça. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on sait pas ce qui se passe aux Clippers. Et moi, ça m'interroge pas mal sur la difficulté, comme tu dis, de la gestion de Kawhi Leonard. Est-ce que Paul George, lui, il en rigole maintenant, mais ça se trouve, il fait pareil. Ouais. Euh, et comment ça s'organise aux Clippers concrètement? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour leurs résultats sportifs, pour leur organisation? Voilà, c'est un tout petit truc. C'est censé être marrant et ça l'est un petit peu, mais c'est quand même, voilà, ça pose des questions. Ouais, mais c'est ça. C'est une équipe tellement mystérieuse parce que en termes de leadership, je me pose aussi des questions parce que finalement une équipe, elle est à l'image de ses leaders et des joueurs qui sont censés la porter, de ses meilleurs joueurs. Paul George, j'ai l'impression qu'il est plutôt irréprochable dans son approche et il a juste pas de bol. Il est quand même souvent blessé. Mais il y a ce côté.
quand les Clippers ont eu besoin d'enchaîner les victoires et de montrer vraiment qu'ils étaient ambitieux, les deux n'étaient pas disponibles. Il y a eu des blessures qui sont embêtantes, hein, mais tu as l'impression qu'ils ne se sont pas fait violence. C'est une impression extérieure. Je ne suis pas à leur place. Ils étaient peut-être vraiment dans la capacité de jouer. Mais tu sais, ils étaient sous cette forme de load management presque auto-décrété, tu sais. Et c'est ce qui pose problème. Une équipe, elle est à l'image de ses meilleurs joueurs. Et si eux, ils sont un peu dans la. On parlait souvent de la culture de l'excuse ou de l'évitement du côté des Sixers. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, un peu aux Clippers aussi. C'est de l'analyse purement extérieure et je n'ai pas d'informations à ce sujet. Mais quand on voit ces choses-là, quand on les entend discuter, ça manque peut-être de quelqu'un dans le groupe qui met vraiment, qui joue carte sur table et qui dit non mais euh, si tu fais un airball, tu fais comme tout le monde, tu sprints et tu vas pas t'élever contre la décision d'un des coachs de l'équipe. Et si on a besoin de toi sur 3-4 matchs de suite parce que c'est important pour le classement, même si ça tire un peu, il faut que tu sois là, il faut que tu portes l'équipe parce que c'est toi le meilleur joueur de l'équipe. Alors voilà, j'extrapole, je ne sais pas du tout, peut-être qu'ils ont été irréprochables et que c'est juste l'impression qui se dégage de toute cette situation, mais on est à un moment tellement charnière de l'histoire entre ce tandem-là et les Clippers. Et Tyrone lui-même, dans le passage dans l'émission que tu as cité, il a dit voilà, j'ai besoin que Kawhi et Paul George soient là en saison régulière et j'ai besoin de convaincre tout le monde qu'on doit être compétitif dès la saison régulière. Et c'est extrêmement important, je pense. Donc ça, c'est une anecdote on ne sait même pas de quand elle date d'ailleurs, hein. C'était peut-être il y a Oui, 3 c'est ans. clair. On dit ça, c'est peut-être que là, peut-être que depuis que Tyrone Lue est là, c'est beaucoup plus Kawhi est plus réceptif aux consignes lors de l'entraînement. Et je dis ça, je critique pas forcément le fond de ce que dit Kawhi d'ailleurs à ce moment-là, parce que la citation c'est, euh, je reprends ce qu'il dit, un jour Kawhi fait un airball, et il limite, ce qui est très drôle encore une fois, où il dit je ne cours pas. Brian Shaw lui dit qu'il n'est pas au-dessus de la loi et Kawhi lui répond je vais en refaire des airballs, tu ne vas pas m'apprendre que faire un airball n'est pas bon, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. T'es entré dans la tête de tout le monde va faire des airballs maintenant, tu ne dois pas me rendre nerveux à l'idée de shooter. C'est vrai que tous les coachs le disent, il faut qu'un joueur, même s'il rate, il faut qu'il soit capable de reprendre un tir derrière et d'acquérir la confiance nécessaire pour accepter la marge d'erreur, quoi. Donc dans l'idée, je comprends, mais quand t'as le franchise player qui dit ça, t'as tout le monde qui le voit autour et au bout d'un moment, les mecs ils vont peut-être se dire ouais, lui il court pas, pourquoi moi est-ce que si je fais un airball, est-ce que je courrais, tu vois. Donc encore une fois, je ne sais pas de quand date l'anecdote et elle est amusante en soi, mais peut-être que dans le fond, ça reflète aussi quelque chose sur la dynamique de cette équipe. Bah, c'est ça en fait. De toute façon, nous, on pourra pas savoir ce qui se passe concrètement là-bas. On ne sait pas comme tu dis, de quand ça date. Pareil, sur le dossier médical de Kawhi Leonard, en fait, c'est quasiment de l'opinion. Par exemple, moi, je suis Mm. plutôt de l'opinion de dire, OK, bah, je pense que s'il joue pas les matchs, en particulier en playoff, c'est qu'il y a de vrais soucis de blessure et qu'il est vraiment limité physiquement. Et je comprends aussi qu'on puisse se mettre de l'autre côté et dire, bah, il choisit vraiment les matchs où il joue et c'est lui, son staff médical personnel, etc. En fait, ça, c'est vraiment pour nous, en tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est vraiment de l'opinion. Et du coup, on Mm. peut rien vraiment statuer, on C'est peut clair. rien dire en particulier. Mais c'est vrai que cette déclare un petit peu de regarde, tu rentres dans leur tête, ils font aussi des airballs parce que en fait, tu as essayé de nous sanctionner. Euh, c'est un peu un truc à la Kobe, c'est ce que je disais en off juste avant. Ça fait très Mamba mentality en fait. Tu vas pas me punir pour un airball parce que peu importe combien de airballs je fais, je vais continuer de tirer et tu vas pas me décourager quoi. Ouais. Donc il y a un côté compréhensible et peut-être que si les Clippers gagnent un titre, on reviendra sur ce genre d'anecdote avec un regard un peu plus tendre de bah voilà, Kawhi c'est un vrai leader qui t'a défié les coachs, il a instauré sa propre Mamba mentality ou peu importe comment on l'appelle dans l'équipe et peut-être qu'on regardera ça vraiment en se disant ah bah quand même il avait de l'aplomb quoi. Ouais. Mais là comme ça fait quand même un petit peu moi je suis pas fan de Kobe à la base quand même et de son comportement. J'aime bien les stars à la Jokic qui sont un peu plus naturels, qui font plus confiance à leur coach, les Yanis, etc. Donc moi, je suis pas fan de ce genre de choses, mais il faut quand même se dire que c'est pas un cas si exceptionnel en NBA Mm. et que à un moment, c'est aussi normal que des mecs qui sont payés autant et qui sont mis sur un piédestal aient un certain ego et une certaine défiance par rapport aux coachs qui les entourent, parce que à un moment, quand tu donnes autant de privilèges à un mec, bah quand t'en fais le roi du monde, il se comporte comme le roi du monde. Donc, j'ai pas non plus trop envie de dire que c'est un comportement isolé, particulièrement marquant, ou de tirer sur Kawhi Leonard, parce qu'en fait, ça arrive un peu tout le temps, je pense. Ouais, je comprends. Mais du coup, ça me fait penser à l'extrême inverse où t'as Tim Duncan
qui acceptait de se prendre des bourrasques de la part de Popovic, même quand c'était pas lui qui était responsable d'un truc. Et Popovic avait expliqué que à partir du moment où Tim Duncan il accepte de prendre une volée de critiques, même s'il n'est pas directement concerné, tous les autres vont accepter et vont se dire si Tim Duncan il accepte et qu'il est en ligne avec ce que fait le coach, ça nous va et on va tous tirer dans le même sens. Voilà, moi, c'est ce que je préfère, voilà, largement. moi aussi. Bon, là, on extrapole sur Kawhi, c'est vraiment, comme tu disais, c'est de l'opinion et c'est juste du ressenti par rapport à plusieurs situations. Là, c'est pas juste un truc qui nous fait dire ça, mais bon, voilà. En tout cas, je voulais parler un peu de ça parce que c'était. Je pense que l'épisode sera intéressant d'ailleurs, peut-être sur la vie interne des Clippers, parce que là, avoir un coéquipier avec lui, avec Terrence Mann, ça a l'air intéressant. Donc, je crois que ça sort bientôt. Ils ont fait une série de podcasts autour de la préparation de Team USA à Las Vegas, je crois. Donc, on verra s'il y a d'autres déclats intéressants dans les prochains jours, d'autres déclats à évoquer. On va s'arrêter là pour le CQFR du jour. On va tous vous souhaiter une bonne journée, que vous soyez en Bretagne, à Paris, dans le sud, ailleurs. On sait qu'on a des auditeurs et des suiveurs en dehors des frontières de la France. Et on vous remercie pour vos commentaires toujours très sympas, que ce soit sur le CQFR ou sur les podcasts. Il y a d'ailleurs toujours le podcast qu'on a enregistré hier sur le concept de matabilité. Voilà, le meilleur mot de l'univers. Voilà, où on parlait des équipes qu'on a classées par catégorie, des équipes qu'on avait le plus envie de regarder la saison prochaine. Ce soir, on se retrouve sur Twitch pour la late session autour de 23h. Et d'ici là, on vous souhaite une très très bonne journée. Salut.